Je vais commencer par une anecdote. Je suis rentrée à Nouakchott, ça fait à peu près 3 ans. Et quand je viens, en fait, en général, donc quand je rencontre des femmes qui veulent en savoir un peu plus sur moi, donc qui me posent des questions pour savoir qu'est-ce que je suis devenue, ou tout simplement pour en connaître davantage sur moi. Donc je leur dis que j'étais en France et que j'ai fait donc 2 mémoires de recherche, un sur le féminisme islamique et l'autre sur l'engagement politique et associatif des femmes en Mauritanie. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas suffisant et qu'il faut que j'argumente un peu plus. Alors je continue en disant oui, donc je suis rentrée, j'ai commencé à travailler ici dans une banque, et puis ensuite je fais aussi un petit peu dans la société civile. Mais là j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose, les gens sont encore sur leur faim. Alors je continue, je commence à réfléchir, je me dis oui, j'ai fait aussi un peu de politique, parfois j'écris des publications, et je suis prof aussi de TD à la faculté de Nouakchott. Mais là, j'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Alors bon, je commence à réfléchir et je me dis oui, je prépare aussi une thèse sur le phénomène du divorce en Mauritanie. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas encore suffisant. Sinon, alors en général, mes interlocutrices, des femmes en général, elles me disent mais sinon pas encore fondé de famille. Donc en gros voilà. Quel que soit ce que font les femmes ici, quel que soit ce qu'elles entreprennent, en général, on est plus concentré sur le statut social, sur le rôle social qu'elles doivent faire. Donc maintenant, je sais pas encore. Oui, donc voilà. Le sujet que je vais traiter aujourd'hui, donc c'est le féminisme ou l'illusion de l'émancipation, c'est-à-dire le féminisme face à la norme sociale, c'est-à-dire la force de la norme sociale sur ce qu'on appellerait le féminisme. Donc il y a deux concepts majeurs sur lesquels je voudrais me pencher. C'est le terme féminisme et norme sociale. Alors le premier, féminisme, donc c'est un mouvement revendicatif qui lutte donc pour l'égalité entre les sexes et pour aussi donc l'émancipation de la femme. Et le féminisme, c'est pas seulement un mouvement, c'est pas seulement des discours, mais c'est aussi une posture. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, aujourd'hui, le féminisme a tendance à être perçu aussi comme une attitude, comme une façon de penser, c'est-à-dire une femme qui agit tous les jours de façon à vouloir contrer le patriarcat, à vouloir un petit peu se démarquer de ce que nous, dans notre esprit, on cantonne dans l'espace féminin. Hein. Donc maintenant, si on se penche sur le concept de normes sociales. Donc normes sociales, c'est quoi? C'est un ensemble de codes et de valeurs qui régissent les comportements dans une société. Donc on a besoin de la norme sociale pour qu'on puisse interagir les uns avec les autres, pour pouvoir distinguer le bien du mal. On a besoin de ça pour vivre en collectivité. Donc la norme sociale, ça englobe les valeurs, les codes, les traditions, notre mode de pensée. Maintenant, l'essentiel, en fait, le message central ici, donc vous le verrez au fur et à mesure, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi le rôle ou l'influence de la norme sociale sur le féminisme en soi. Le féminisme, pour moi, ça englobe, comme je vous ai dit, un ensemble de choses, mais aussi et tout simplement la place qui est conférée à la femme dans une société à un moment donné de l'histoire. Je vais commencer par vous surprendre avec 2 citations de 2 grands penseurs et philosophes qui ont énormément influencé notre pensée aujourd'hui dite républicaine, avec nos grandes pensées de notre grande, en fait, cette façon qu'on a de percevoir la modernité comme étant aujourd'hui les valeurs démocratiques et républicaines ont été inspirées par ces gens-là. Et quand vous voyez ce qu'ils vont dire, vous allez être surpris. Donc, voilà, donc l'amour, donc ça c'est Jean-Jacques Rousseau, l'amour a été inventé par les femmes pour permettre à ce sexe de dominer, alors qu'il était fait pour obéir. C'est Rousseau, hein, je n'invente rien. Ensuite, Voltaire, les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent quand elles se rouillent. Ils nous ont gâtés. Donc ces philosophes des Lumières, on est tous d'accord là-dessus, ils sont aujourd'hui vraisemblablement les grands... quand on pense à la modernité, quand on pense à la démocratie, quand on pense à la République, quand on pense à l'égalité, directement on a Jean-Jacques Rousseau et Voltaire en tête. Mais il faut savoir, c'est pour ça que je suis en train de vous dire ici qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à la norme sociale ambiante. Parce que ces discours intellectuels-là, je veux dire, ces intellectuels-là, ces penseurs, ils sont dans une époque où la misogynie, où ces citations-là ne sont pas du tout considérées comme misogynes. Au contraire, c'est amusant, c'est drôle. Alors qu'aujourd'hui, un intellectuel qui se permettrait de dire ce genre de citation, ce serait complètement aberrant et serait mis à l'écart. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours savoir que, quelle que soit en fait notre place intellectuelle, les discours qu'on a, il faut savoir qu'il n'y a pas une distance si grande que ça avec la norme sociale ambiante. Je continue. Je vous préviens, les femmes, il faut vraiment que vous ouvriez votre esprit ce soir. Donc,
On a ici Gustave Le Bon. Il y a une notable proportion de la population féminine dont les crânes se rapprochent plus par le cerveau de ceux des gorilles que des crânes du sexe masculin. Donc ça, c'est une des citations scientifiques les plus sérieuses de Gustave Le Bon, qui date donc du 19e siècle. Il faut savoir que Gustave Le Bon n'était pas seulement un anthropologue, un sociologue reconnu, mais c'était aussi un scientifique. C'est-à-dire qu'il essayait de montrer à travers ses théories scientifiques, de rationaliser le fait que la femme était inférieure à l'homme. Et ça faisait débat dans les discussions scientifiques des plus sérieuses et dans les publications scientifiques. Tout ça, tout bonnement, je reviens à cette façon de percevoir la femme comme... En fait, il essaye d'expliquer scientifiquement la place de la femme inférieure cantonnée à l'espace privé, qui n'est pas présente dans l'espace public, pour expliquer, de montrer qu'elle serait moins intelligente que les hommes. Mais en fait, au lieu de se poser la question et de se dire si elle est restée là-bas, c'est bien pour une raison, c'est parce qu'on lui a empêché justement d'y accéder. Donc, maintenant, c'est pour ça en fait que je voudrais que parce que moi j'ai un message à vous faire passer, si je pense avoir bien compris l'esprit du TEDx, c'est que vous sortiez d'ici avec, comment dirais-je, pour rejoindre ce que disait monsieur l'ambassadeur, l'objectivité c'est la chose la plus difficile qu'on puisse avoir, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à ce qui est institué comme étant une vérité immuable, qu'on ne pourrait pas changer. Et il en va de même pour le questionnement sur la place de la femme et ce que la norme sociale lui permet de penser ou pas. Et ça revient, même si on pense donc, il y a à peine 70 ans, vous savez qu'en France, en 1945, on a accordé le droit de vote pour les femmes. Il y a 70 ans à peine, dans un pays occidental, reconnu donc pour les droits de l'homme, ça fait à peine 70 ans que les femmes ont le droit de vote. Alors aujourd'hui, si on en parle, c'est considéré comme absolument banal. Mais à cette époque-là, c'est une véritable révolution. C'est pour ça qu'il faut se dire une chose. Ce qui est considéré aujourd'hui comme avant-gardiste, moderne, révolutionnaire, ne le sera plus dans quelques années. Et il s'inscrira, et ce qui est aujourd'hui hors norme, il sera absolument dans la normalité et s'inscrira dans le normal de demain. Donc, je voudrais aussi me pencher sur l'exemple de la Mauritanie. La Mauritanie, aujourd'hui, on a tendance tous à penser que la situation de la femme est presque parfaite en Mauritanie, qu'il n'y a pas de problème, qu'elle vit absolument comme une déesse, comme une princesse. On nous bassine avec ça tous les jours, et moi, honnêtement, j'en peux plus. Parce que si on se penche concrètement sur les chiffres, voilà, 1333 cas de violence conjugale, 302 violences contre les filles domestiques mineures, 343 cas de mariage forcé. Oui, le mariage forcé, c'est une violence en soi, on s'en est rendu compte, ça fait à peine une dizaine d'années. 272 viols contre des mineurs, 16 victimes de cas de traite de filles. Donc et en plus, dites-vous que même quand, je fais une petite parenthèse, les chiffres, on a du mal à les trouver. C'est uniquement la société civile en général qui arrive à se mettre sur le terrain pour essayer d'en extraire quelques-uns. Et une fille sur 4 est mariée dès l'âge de 12 ans, une fille sur 2 dès l'âge de 14 ans, 3 filles sur 4 à l'âge de 17 ans en Mauritanie. Bon, vous pouvez me dire parfois c'est des mariages consentis, certes, mais derrière ce genre de pratique-là, il y a aussi une déscolarisation des filles, etc. Donc c'est une violence en soi. Donc moi, personnellement, j'ai connu mieux comme émancipation des femmes. Donc c'est pour ça que il faut toujours remettre en cause, parce que quand on dit que ce qui pose problème en Mauritanie, c'est que cette prénotion, ce préjugé comme quoi la femme mauritanienne est dans une situation idyllique, c'est parce qu'on la compare au pire. C'est tout simplement aussi parce qu'on se repose sur certains acquis sociaux que je ne nie pas au sein de la sphère domestique, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus s'appliquer dans la sphère publique, dans le monde du travail. Donc c'est ça le réel blocage. Donc on pourrait se dire, est-ce que ce féminisme social est-il réellement au service de l'émancipation des femmes? Donc, qu'est-ce qui se passe en Mauritanie? Donc, quand je faisais mes recherches sur l'engagement politique et associatif des femmes en Mauritanie, j'ai interviewé quelques femmes, des leaders d'opinion, des leaders en termes politiques, qui étaient actrices de la société civile. Et ces femmes-là, en fait, ne se posaient pas du tout la question si elles étaient féministes ou pas. La question ne se posait même pas. C'est-à-dire que pour elles, je suis mauritanienne, je n'ai pas besoin de savoir si je suis sous vraiment le joug du patriarcat ou pas. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on leur a inculqué cette façon de se dire que tout va bien. Je ne suis pas en train de généraliser, mais quand on voit leur comportement avec la gente masculine, au sein donc bien sûr de l'espace public, on voit qu'il y a ce qu'on appelle le négoféminisme, qui est une caractéristique de l'activisme féminin en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a une négociation qui se crée entre les hommes et les femmes pour négocier le terrain. D'accord, moi je vais avoir un certain nombre de pouvoirs dans l'espace public, mais il y a un certain nombre de responsabilités qui sera toujours conférées aux hommes parce que c'est une affaire d'hommes, c'est une histoire d'hommes. Et c'est encore, en fait, ça qui fait le blocage encore aujourd'hui et dont on a du mal en fait à percevoir les traces parce que c'est masqué par un ensemble de discours, un ensemble d'a priori sur la situation de la femme en Mauritanie. Donc, c'est pour ça que je voudrais bien me pose la question, est-ce que les discours féministes sont vraiment au service de l'émancipation? Étant donné que les discours féministes en soi, ce qui distingue en fait la femme de l'homme, ce qui distingue justement le fait qu'elle soit émancipée ou pas,
on devrait se poser la question. Ce type de discours-là ne vient pas du ciel. Il est imprégné des réalités sociales, des réalités locales qu'il y a. Donc, il n'est pas dénué de tout a priori, de tout en fait préjugé. C'est pour ça qu'il faut prendre de la distance par rapport aux réalités vraies, sur des chiffres, sur se comparer avec les pays où la situation de la femme serait meilleure. Donc, voilà. Maintenant, vu que je travaille, ma thèse en ce moment, je travaille sur le phénomène du divorce en Mauritanie. Pourquoi ? De un, parce que j'ai remarqué que c'était un concept, quand on pose la question aux gens, le divorce est considéré comme étant valorisant pour la femme. C'est normal, c'est bien, elle est plus libre. Et je me suis penchée là-dessus parce que moi, je ne suis pas dupe. J'ai appris à ne pas être naïve quant aux pratiques patriarcales parce que c'est très vicieux. On arrive à masquer une réalité qui serait au service de la femme, mais en réalité, pas du tout. Ça ne fait que la cantonner à un espace. Quand on voit donc le phénomène du divorce en Mauritanie, donc on sait que 49% des mariages en Mauritanie finissent par un divorce. C'est le taux le plus élevé en fait dans le monde arabe d'après certaines statistiques. Donc voilà, on se poserait la question pourquoi. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, déjà, on garde à l'esprit que c'est considéré comme étant positif, c'est bien, la femme arrive à accumuler, etc. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des carrières matrimoniales. Il y a des femmes qui arrivent à construire leur capital économique et leur capital relationnel. Le capital relationnel est très très important dans un pays comme le nôtre, où on a besoin de relations pour se situer, pour augmenter son pouvoir. Également le capital économique, mais uniquement en collectionnant les mariages et les divorces. C'est ce que j'appelle donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, des carrières matrimoniales. Mais ça, ces femmes-là, quand on les voit, elles se sentent libres, elles se sentent émancipées, tant mieux pour elles. Mais si on essaie de déconstruire un petit peu les mécanismes sociaux qui se cachent derrière, on voit une toute autre réalité. C'est que, n'est-ce pas le propre du féminisme ou le propre d'être émancipée, c'est d'être indépendante vis-à-vis des hommes, mais là, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'elles ne réussissent qu'à travers leur contraction de mariage. On est d'accord. Maintenant, c'est pour ça que je dis ici, derrière la plupart des phénomènes déguisés en victoire féminine se cache une pratique des plus discriminatoires. Et c'est là où je tire mon chapeau au patriarcat, à la domination masculine, parce qu'ils ont pu inculquer aux femmes leur propre domination et l'ont perpétrée, elles en sont très fières. Bon, maintenant, si je me pense par exemple sur les privilèges de la maternité. La maternité, on a tendance à mettre en avant les privilèges d'être mère, d'être une bonne épouse, d'être une bonne sœur, une bonne fille, etc. C'est très bien. Mais on oublie à côté que le fait de mettre en valeur ce statut-là, on masque justement le fait que la femme peut être déscolarisée à ce prix-là. La femme ne peut pas monter forcément et gravir les échelons au sein du secteur professionnel, au sein même du secteur dans l'opinion publique. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire ici un petit jeu pour vous montrer en fait la force qu'a la norme sociale sur notre esprit. C'est elle qui structure ce qu'on juge bien ou mauvais. On en a besoin de toutes les façons parce que, croyez-moi, c'est ça qui inspire aussi l'aspect juridique pour faire des lois. Ça part des mobilisations sociales qu'il y a. Mais il y a ce qu'on appelle la structure binaire de notre esprit. Comment est-ce qu'il arrive à structurer les choses avec une opposition de deux choses? On sait que nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le gentil, il y a le méchant, il y a le grand, il y a le petit. Essayez ce jeu, c'est vous verrez que tout est binaire. C'est une structure binaire qui est inscrite inconsciemment dans notre cerveau et qui nous permet de juger les choses. Alors, on va faire ce petit jeu ensemble. Grand, en face, c'est petit. Fort, faible. Puissant, fragile. Dur, doux. Supérieur, inférieur. Espace public, espace privé. Où est-ce que vous placeriez le féminin et le masculin? Donc, vous voyez ici que notre esprit, c'est inconscient, mais c'est des structures, en fait, qui sont ancrées dans notre inconscient, subconscient, qui nous permettent, justement, non seulement d'identifier les choses, mais qui vont, c'est encore plus loin, c'est encore plus vicieux. C'est parce qu'il y a certaines, par exemple, pratiques qui sont considérées comme douces, comme celle de l'assistanat, comme celle de maternée. C'est pour ça qu'il y a plus d'infirmières filles, il y a des secrétaires. Quand on pense secrétaire, on ne pense pas garçon, on pense une femme bien rangée qui attend, qui materne, qui seconde. Et dans les entreprises. Et ce qui est bizarre, le plus marrant, c'est que quand ce genre de pratique est pratiqué par un homme, ça acquiert tout de suite un aspect plus noble. Quand un homme est chef cuisinier, ah, c'est plus noble. Mais une femme, non, c'est normal. Donc c'est pour vous dire que même cette structure binaire-là, elle donne de la valeur à certaines pratiques, à certaines responsabilités, à l'espace public, donc ce qui veut dire aussi la politique, etc. Et la femme est cantonnée toujours à cette douceur, à cet assistanat. D'accord ? Donc ces activités-là et attitudes dévolues aux femmes, ça nous montre qu'au monde dans lequel on est aujourd'hui, les discours féministes disent aux femmes
Mais allez-y, rentrez dans le secteur professionnel, travaillez, vous avez absolument le droit, vous avez les mêmes acquis sociaux et les mêmes acquis. D'accord, très bien. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est dans le monde actif, on fait face à des réticences. En général, plus on monte dans la hiérarchie au travail, moins il y a de femmes. On reste toujours en bas. Entrez, mais restez en bas. Si je vais vous faire un schéma, un peu pour que vous compreniez là où je veux en venir. Et le plus marrant, c'est que les pratiques patriarcales maintenues, elles sont en général maintenues par les femmes. Vous savez que des activités comme le gavage, comme l'excision, comme les mariages précoces, sont entretenues et perpétrées par les femmes. Elles en sont parfaitement convaincues. C'est pour ça encore que je dis que la norme sociale, c'est pas seulement une violence, mais c'est une violence qu'on a intégrée. On devient victime, mais aussi responsable de la situation dans laquelle on est. Donc je ne sais pas, je suis encore à combien de temps. Donc là, je vais terminer en disant que voilà, il faut toujours prendre du recul par rapport à ce qui est considéré aujourd'hui comme étant une vérité immuable, qu'on ne peut pas changer. Essayer de réfléchir sur la façon dont on perçoit les choses, la norme, l'évolution aussi des choses. Ce qui est aujourd'hui normal, demain ne le sera plus et vice-versa. Et je voudrais terminer par une citation que je dis souvent. On a longtemps laissé le monde aux hommes et quand on voit aujourd'hui dans quel état il est, j'ai envie de dire, ce serait bien si on partageait un peu plus pour voir ce que ça donne. Merci.